Avant que le lecteur essaie de faire l'application des principes qui précèdent, il est indispensable, je crois, que je lui donne encore quelques renseignements qui l'aideront beaucoup pour la parfaite exécution des tours que je vais décrire. J'ai à dire quelques mots sur la baguette, la table, les poches, les manches, les gestes, l'œil et le boniment d'un prestidigitateur. Grand 1. La baguette. La baguette d'un prestidigitateur est généralement un petit bâton d'ébène garni de 2 bouts en ivoire de forme ovoïde. Sa longueur totale est d'une quarantaine de centimètres environ. Un prestidigitateur est rarement en scène sans avoir sa baguette entre les mains. Cet élégant petit bâton est la représentation de son pouvoir magique. Un coup de baguette frappé sur un objet ou seulement dans sa direction en motive la transformation ou la disparition. La baguette sert encore à masquer un objet que l'on a caché dans la main qui la tient et favorise ainsi particulièrement l'escamotage des pièces de monnaie, de grosses muscades, etc. La baguette, enfin, est pour un prestidigitateur ce qu'un éventail est pour une dame. Elle lui donne de la tenue et le sauve de cette difficulté scénique que l'on appelle l'esprit des bras. Grand 2, la table. Afin de ne pas compliquer les explications dès le début, je ne parlerai pas en ce moment des tables employées dans les représentations théâtrales, je réserverai ces détails pour le moment où ils seront utiles, et je me contenterai d'indiquer les dispositions nécessaires aux tours exécutés dans un salon. La table sur laquelle on opère doit autant que possible être garnie d'une gibecière. La gibecière, appelée plus généralement servante, est une tablette placée derrière la table du côté opposé au spectateur, à hauteur de fond du tiroir dont elle prend la place. Elle sert à déposer des objets qui semblent s'évanouir et à recéler ceux qui doivent apparaître mystérieusement. Cette tablette est garnie d'un rebord pour que les objets qui y sont déposés ne tombent pas et d'un tapis pour éviter le bruit. Lorsqu'on fait une séance à l'improviste, il faut organiser une gibecière par des moyens prompts et faciles. En supposant qu'on se serve d'une table à jeu, on ôte le tiroir, on le remplace par une tablette que l'on fixe sur les traverses intérieures et ayant soin de la laisser dépasser d'une dizaine de centimètres, après quoi l'on pose dessus une serviette pliée en 8. Il arrive quelquefois qu'il n'est pas possible d'organiser cette gibecière parce qu'on ne saurait sortir de la salle sans éveiller des soupçons. Voici dans ce cas un procédé très simple pour faire une gibecière sous les yeux même des spectateurs et sans qu'ils s'en doutent. On se fait donner une grande serviette que l'on étend sur la table sous le prétexte que les objets se verront mieux sur un tapis blanc. En plaçant cette serviette, on a soin d'en laisser tomber de son côté une forte partie que l'on relève et que l'on attache ensuite avec 2 épingles, ce qui forme une gibecière béante dans toute la largeur de la table. Observation. La table d'un prestidigitateur doit être à hauteur de hanche, de manière que le bras, en tombant négligemment, puisse prendre un objet sur la gibecière, sans être obligé de s'allonger ni de se raccourcir. Poche et pochette. Souvent, on peut suppléer au service de la gibecière de la manière suivante. On a pratiqué sous le pan de son habit 2 poches dites profondes. Ces poches ne servent qu'à déposer des objets pour s'en débarrasser, mais on ne peut rien y prendre attendu que, comme l'indique leur nom, elles sont trop profondes pour que la main puisse en atteindre le fond. Avec les poches dites pochettes, on a le double avantage de pouvoir prendre et déposer des objets. Les pochettes rendent de grands services en prestidigitation. Pour la régularité de leur service, il est nécessaire qu'elles soient rigoureusement faites et placées ainsi que je vais le décrire. Ces pochettes sont d'une forme demi-circulaire. Elles ont environ 8 cm de largeur sur 6 de profondeur et sont placées un peu obliquement pour faciliter la prise et le dépôt des objets. Il va sans dire que ces poches sont de la même étoffe que le pantalon pour être plus facilement dissimulées. La réussite des pochettes est aussi dans l'emplacement qu'elles doivent occuper. Si elles étaient placées trop haut ou trop bas, leur service pourrait être découvert, car dans ces 2 cas, elles obligeraient l'opérateur à plier le bras ou à se pencher un peu de côté pour l'allonger. Pour placer ces poches convenablement, on les essaye sur soi et pour cela, on les fait coudre provisoirement, c'est-à-dire bâtir selon l'expression consacrée dans l'art de la couture. Comme point de départ, il faut que les pochettes soient cachées par les pans de l'habit, mais qu'elles en soient cependant assez peu couvertes pour qu'on n'ait pas à aller loin les chercher. Voici la manière d'en déterminer la place. Il faut pouvoir y prendre une pièce de monnaie ou une petite boule, une muscade par exemple, sans être obligé d'allonger ni de raccourcir le bras. Les manches d'habit. Lorsqu'on fait un tour d'adresse, les manches d'habit nuisent considérablement à l'illusion.
Leur ouverture est bien près de l'objet escamoté et le public se figure toujours que dans cette circonstance, cette partie du vêtement sert de complaisante cachette. Le public se trompe en pensant ainsi, car à cela près d'un ou deux tours à peine, les manches n'ont rien à faire dans la disparition des objets. Pour peu qu'on réfléchisse, on comprendra qu'un escamotage ainsi exécuté présenterait bien des difficultés. En effet, qu'un prestidigitateur introduise par exemple une boule de cristal ou une douzaine de pièces de 5 francs dans la manche de son habit, combien ne se trouverait-il pas embarrassé pour les retenir ? Il faudrait dans ce cas qu'il conservât constamment son bras dans une position verticale et qu'il se gardât bien de tout geste pouvant le compromettre. Quoi qu'il en soit de cette supposition, comme on doit éviter en prestidigitation tout ce qui peut donner prise à des soupçons, fussent-ils mal fondés, je conseillerais seulement, lorsque la circonstance l'exigerait, de dégager l'avant-bras en tirant un peu en arrière la manche de l'habit, de manière à laisser voir des manches de chemise presque collantes. Les gestes, cérémonies, feintes et temps. Les gestes et les cérémonies qui constituent le jeu scénique de la magie simulée, quelque vains qu'ils puissent paraître, exercent une grande influence sur l'esprit des spectateurs. Cette mimique, en frappant leurs yeux et leur imagination, les prépare aux illusions produites par l'adresse des mains et par les subtilités de la parole. Un prestidigitateur annonce généralement au public des œuvres de la magie. Or, si l'artiste magicien veut être logique, il doit pour l'exécution de ces merveilles jouer le rôle d'un homme possédant un pouvoir surnaturel et ne pas présenter ses expériences comme le premier venu. Les évocations, les mots kabbalistiques, l'intervention de la baguette, tout cela exécuté dans les limites du bon goût est d'un très bon effet. En dehors des gestes et cérémonies dont nous venons de parler, il est une autre sorte de geste que l'on appelle feinte et dont la bonne exécution est assez difficile. La feinte consiste à donner le plus de vraisemblance possible à une action que l'on feint d'exécuter. Ainsi, par exemple, s'agit-il de feindre de déposer une pièce dans la main gauche. On doit, certaine adresse aidant, présenter dans cette exécution une apparence de réalité telle que le public ne puisse distinguer aucune différence entre le fait simulé et le fait réel. La feinte est très usitée en prestidigitation. On feint de mettre un objet dans un endroit, on feint de le retirer, on feint de le déchirer, de le couper, de le brûler, de le régénérer. Que ne feint-on pas, puisqu'on va même jusqu'à feindre de feindre ? Ces différentes sortes de feintes seront indiquées au fur et à mesure de leur emploi dans les tours que nous expliquerons plus loin. Certains gestes, certaines actions ont uniquement pour but de faciliter ce qu'en prestidigitation on appelle un temps. Un temps, c'est le moment opportun d'exécuter un escamotage à l'insu des spectateurs. Dans ce cas, le geste ou le fait qui constitue le temps a pour but d'attirer l'attention du public vers un point éloigné de l'endroit où s'opère le prestige. On déposera par exemple avec une certaine affectation un objet sur un coin de la table sur laquelle on opère, tandis que la main gauche se dirigeant derrière cette table se saisira d'un objet caché pour le faire apparaître. On jettera encore une boule en l'air et on la recevra de la main droite pour avoir l'occasion de prendre pendant ce temps avec la main gauche une autre boule dans la pochette. Il suffira enfin de frapper un coup de baguette sur un point quelconque en y portant un regard attentif pour y entraîner et fixer les yeux de toute une assemblée. Ces influences sur le regard du public semblent bien simples et bien naïves, et pourtant elles ne manquent jamais leur but. Chaque tour a ses gestes et ses temps combinés avec le boniment qui les motive. Nous aurons l'occasion dans le cours de cet ouvrage de signaler des temps fort ingénieux et dont l'influence est telle que nulle volonté ne saurait s'y soustraire. L'œil. Avoir de l'œil. En prestidigitation, avoir de l'œil, c'est posséder une qualité scénique avec laquelle on se concilie la sympathie des spectateurs et dont on se sert aussi pour augmenter considérablement l'effet des expériences. Vous n'êtes pas lecteur sans vous être trouvé face à face avec certains interlocuteurs dont vous ne pouviez soutenir le regard et dont les yeux semblaient également fuir les vôtres. Cette position est très gênante. Il est bien rare que l'intérêt de la conversation n'en soit pas altéré. Cela vient de ce que votre interlocuteur a le regard timide, vague, incertain, qu'il ne peut supporter l'intimité de votre vue. Cela tient en un mot à ce qu'il n'a pas de l'œil. Cette timidité des yeux, ce sentiment de gêne et de malaise se communique par contagion, et il n'est pas rare qu'un artiste affecté d'une telle infirmité ne la propage dans toute une assemblée. Dans ce cas, le public est peu communicatif et souvent aussi très peu bienveillant.
Avoir de l'œil, c'est donc posséder la qualité qui est la contrepartie du défaut que je viens de signaler. Voyez se présenter en scène cet artiste dont le regard fin, intelligent et assuré va directement se fixer sur les yeux de l'assemblée. Une relation presque magnétique s'établit subitement entre les deux parties. Le public se trouve à l'aise avec le nouveau venu, il rive facilement son regard sur le sien, il l'écoute avec bienveillance et de ce double rapport naît bientôt la sympathie. Dans ces conditions, le succès devient facile. Cette qualité de l'œil, le lecteur le reconnaîtra, se rencontre également dans le monde, il y a des gens dont le regard facilite la conversation, donne de l'entrain et même assez souvent de l'esprit. L'œil, ainsi que je l'ai dit plus haut, concourt également à augmenter l'effet des tours d'escamotage. Un prestidigitateur habile se sert de son regard pour porter la conviction parmi les spectateurs. S'il annonce par exemple qu'il fait passer une pièce de monnaie ou tout autre objet dans un endroit qu'il désigne, bien qu'il soit convaincu mieux que tout autre de l'inexactitude de ses assertions, ses yeux cependant suivent l'objet dans son trajet simulé, comme il le ferait si le fait était véritable. Il se montre ainsi dupe de ses paroles. Cette conviction apparente se communique au spectateur et l'illusion y gagne. Le boniment. La parole a été donnée à l'homme pour dissimuler sa pensée, a dit un homme d'État. Ce principe, d'une morale un peu risquée pour l'usage de la vie ordinaire, peut trouver une très juste application dans l'escamotage, car l'opérateur en magie simulée est un profond dissimulateur dans ses paroles et dans ses actions. Il dit ce qu'il ne fait pas ce qu'il dit, et fait ce qu'il se garde bien de dire. En prestidigitation, la parole prend le nom de boniment. Le boniment, c'est la fable, le discours, le speech, le débit de parole, le boniment enfin dont on habille un tour d'escamotage pour lui donner une apparence de réalité. Lorsqu'on invente un tour nouveau, on crée assez généralement un boniment pour l'accompagner. Ce boniment est rarement adopté par les imitateurs. Chacun en compose un à un sa façon dans le langage qui lui est propre et aussi selon les spectateurs auxquels il doit s'adresser. Pourtant, il y a des règles à observer pour la composition du boniment. La fable qu'il représente doit être autant que possible vraisemblable, sans quoi le prestige qui l'accompagne perd de son illusion. Il faut qu'un boniment soit correctement et convenablement exposé. Les fautes de langage, les expressions populacières, les applications blessantes, les mystifications, les mauvais jeux de mots, les excentricités de langage doivent être évitées dans une séance de bonne compagnie. On doit dans le boniment être sobre de parole, parler doucement, distinctement et surtout éviter la monotonie d'un récit. Je vais donner comme exemple une application de boniment qui prouvera tout l'intérêt que cette fable peut donner à un tour en lui prêtant un nouveau prestige. J'avais dans mes représentations un petit coffret qui, posé à un certain endroit parmi les spectateurs, subissait à ma volonté l'influence d'une attraction électromagnétique. Cette disposition physique étant bien dissimulée, j'annonçais à mes spectateurs que mon coffret pouvait, à mon commandement, devenir lourd ou léger. J'en donnais la preuve, car selon mon bon vouloir, un enfant le soulevait sans peine, ou bien l'homme le plus robuste ne pouvait le bouger de place. Il s'agissait pour cela d'établir ou d'interrompre un courant électrique à l'insu des spectateurs. Lorsque je fus envoyé en Algérie pour y donner des séances devant les Arabes, ce coffret que j'avais emporté ne pouvait produire un grand effet sur ces natures primitives. L'Arabe n'y aurait vu, sans pouvoir l'expliquer, qu'une disposition intérieure pouvant empêcher le coffret de bouger de place. Je songeais à changer le boniment et à l'aide d'une nouvelle fable, je parvins à donner à ce tour une apparence miraculeuse. Je m'avançai, mon coffret à la main, jusqu'au milieu d'un praticable qui communiquait de la scène au parterre. Là, m'adressant aux Arabes. « D'après ce que vous venez de me voir faire, leur dis-je, d'un air sérieux, vous devez m'attribuer un pouvoir surnaturel, vous avez raison. Je vais maintenant vous donner une nouvelle preuve de cette puissance merveilleuse en vous montrant que je puis enlever toute sa force à l'homme le plus robuste et la lui rendre à ma volonté. Que celui qui se croit assez fort pour subir cette épreuve s'approche de moi. » Ce boniment, on le voit en retournant la question, changeait complètement la face du prestige et lui donnait une apparence tout autre. Ce n'était plus de la prestidigitation, c'était de la magie. Le résultat en fut immense. Les Arabes furent saisis d'un tel étonnement qu'ils me supposèrent un pouvoir diabolique. Une expérience dépouillée de son boniment passe à l'état de simple curiosité. Si le boniment est la fable dont on habille une expérience, cette expression s'applique également à tout ce qui se dit dans une séance, même en dehors des tours. L'exorde, les intermèdes, les plaisanteries de bon ton, les amphigouries sont des boniments. Moreau Sainty, l'acteur distingué de l'opéra comique, était un amateur très habile en prestidigitation.
Il possédait surtout le talent de faire valoir les plus petites choses par le boniment. Nul mieux que lui ne savait se concilier les suffrages par des exordes pleins d'esprit et d'à-propos. En voici pour exemple quelques mots dits au commencement d'une séance donnée par lui dans une fête de bienfaisance. « Mesdames et messieurs, dit-il dans cette fête organisée pour le soulagement des pauvres, permettez-moi de prendre pour exorde de ma séance les 3 vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. La foi, c'est la confiance aveugle que je réclame de vous pour le succès de mes expériences. L'espérance peut se traduire par l'espoir que j'ai de vous faire passer une agréable soirée. La charité, chacun doit le comprendre, est dans le résultat que nous aurons obtenu si le produit de cette œuvre bienfaisante parvient à soulager quelque misère. À la suite de cette séance, la quête organisée par les dames patronesses fut des plus productives. Quelquefois, pour égayer l'assemblée, il est à propos de parsemer le boniment de phrases incidentes sous forme d'à-propos ou de plaisanteries de bon goût. Ces impromptus du style être préparés à l'avance, leur application sera toujours d'un bon effet. Ainsi, par exemple, admettons que, ayant prié une dame de penser une carte et de la nommer, elle ait indiqué la dame de cœur. La dame de cœur, dites-vous. Très bien, madame, je le savais. J'ai même écrit à minuit sur mes tablettes que vous penseriez cette carte. On n'a rien écrit, bien entendu. Je vous félicite du reste de cette pensée. En voici la raison. La dame de cœur, lorsqu'elle vient à l'esprit dans une nombreuse réunion, est, d'après mademoiselle Lenormand, la célèbre cartomancienne, l'annonce d'un événement favorable. Quelle que soit la carte qu'on ait pensée, on doit toujours s'arranger pour trouver quelque chose de favorable ou de plaisant à dire à son sujet. Si l'on emprunte des pièces de monnaie à des spectateurs, on peut dans le même ordre d'idées dire encore « Soyez tranquilles, messieurs, sur le sort de vos pièces, je les rends presque toujours. Et puis vous ne perdrez rien à me les prêter parce que lorsqu'elles vous seront rendues, elles se multiplieront dans votre poche. » Dans une assemblée intelligente, un prestidigitateur ne doit pas craindre de laisser entrevoir un peu de son érudition à la condition d'être toujours amusant. Voici quelques exemples qui pourront faire comprendre le sens dans lequel cela peut être fait. Il arrive souvent que, pour les besoins d'une expérience, on prie un spectateur de désigner un nombre. Supposons qu'il ait indiqué le nombre 4. « À merveille, monsieur, dites-vous. Voici qui est fort bien choisi. 4, c'est un fait reconnu, est le nombre par excellence. Le nombre 4 était en grande vénération parmi les pythagoriciens comme étant le cube de la perfection. Dans presque toutes les langues, le nom de Dieu est écrit en 4 lettres. Quel succès ne doit-on pas espérer d'un tel nombre ? Choisit-on un autre nombre, 1 par exemple. On dit d'abord qu'il est favorable, c'est de rigueur, et l'on ajoute à l'appui de cette assertion. Le nombre 1 est le principe d'individualité. Il ne peut être divisé. C'est le point mathématique, c'est le commencement de l'existence, c'est la sortie du néant. L'unité principe génératif est aux yeux des philosophes le caractère sublime de la divinité. Le chiffre 1 est le premier et le dernier de l'échelle numérique. C'est aussi le premier des nombres impairs. C'est le seul nombre qui, multiplié par lui-même, ne puisse varier. On dit 2 fois 2, 4, mais 1 fois 1 ne fait jamais qu'un. Sur tous les nombres, on peut dire quelque chose, mais le nombre qui prête le plus aux interprétations magiques est le nombre 9. Voici ce que l'on peut dire à son sujet. 9 est le premier nombre que l'homme ait compté dans son existence, puisqu'il a été 9 mois à voir le jour. Le nombre 9 est le plus grand et le dernier des nombres exprimés par un seul chiffre. 2 propriétés ont rendu célèbre le nombre 9 et font encore l'admiration de ceux qui n'en pénètrent pas le mystère. On prend une ardoise et du blanc pour se faire mieux comprendre. Première propriété, 9. Multiplié par un chiffre quelconque de 1 à 9 donne pour produit 2 chiffres. Eh bien, ces 2 chiffres étant additionnés ensemble donnent toujours le nombre 9. Posons pour preuve sur cette ardoise quelques multiples du nombre 9. 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. En inscrivant chacun de ces chiffres, vous dites 2 fois 9 égale 18, 3 fois 9 égale 27, 4 fois 9 égale 36, et ainsi de suite jusqu'au dernier. Maintenant, si ainsi que je viens de le dire, nous additionnons ensemble les 2 chiffres de ces multiples, nous trouverons partout le nombre 9. Ainsi, en 18, 1 et 8 égale 9, en 27, 2 et 7 égale 9, en 36, 3 et 6 égale 9, etc. Avant de quitter ces chiffres, je vais, messieurs, vous faire remarquer une curieuse particularité dans leur disposition. Les premiers chiffres de ces nombres suivent une progression ascendante de 1 à 18, tandis que les seconds suivent la progression inverse de 8 à 1, ou la même progression ascendante en commençant par la fin.
On remarquera enfin que, après 45, si revenant sur ces pas, on lit les 4 premiers nombres en rétrogradant, on aura les 4 derniers nombres de la série jusqu'à 81. Ainsi, dans 45, en lisant ce nombre à l'envers, on a 54, dans 36, 63, dans 27, 72, dans 18, 81, qui sont les 4 chiffres venant après 45. Ces petits intermèdes de mi-scientifiques sont très favorables à l'artiste qui sait les placer et les dire avec l'esprit et sans abus. Cela n'empêche pas de continuer l'expérience et d'en reprendre ainsi le cours. Pardon monsieur, revenons à notre expérience. Vous avez donc choisi le nombre 9. Je veux pour terminer ce chapitre parler d'un genre de boniment très plaisant qu'on peut se permettre quelquefois avec des amis, mais dont je ne conseille pas l'emploi dans un théâtre. C'est l'amphigourie. L'amphigourie frise la mystification et la mystification envers le public a fait son temps. Comte excellait dans ce genre de plaisanterie. Sa figure pleine de bonhomie inspirait au spectateur une telle confiance que, après l'amphigourie la plus absurde et le moins intelligible, les spectateurs, loin de supposer une mystification, accusaient plutôt leur propre intelligence ou leurs oreilles de n'avoir pas saisi le sens du discours de l'orateur. J'ai souvent vu ce physicien, après une expérience dont le dénouement avait besoin d'être réchauffé, s'approcher des spectateurs et leur débiter d'un ton doctoral un amphigourie dans le genre suivant. Vous le voyez, messieurs, les principes sur lesquels repose l'expérience que je viens de vous présenter n'ont d'autre rapport avec les sciences occultes et hermétiques qu'autant que les sens se trouvent dépassés par l'expression d'un sentiment aussi caractéristique que spontané. L'impression qui préside à toute influence erronée est en quelque sorte modifiée par la résonance des sons et par l'agitation des molécules dont les cratères de l'intelligence se trouvent subrepticement environnés. Et s'il m'est permis de faire une comparaison qui doit pécher par plus d'un sens, je dirais que la lumière directe émanée du soleil est pour nos yeux ce que le prisme de la réflexion est pour le plan biconvexe de la double réfraction des rapports sociaux. Mais il fallait une fin à ce pathos amphigorique, et le prestidigitateur y comptait pour recevoir des applaudissements que son tour n'avait pu provoquer, prenant alors un air gracieux et mettant pour ainsi dire du miel dans sa voix. Cette digression scientifique, continuait-il, est peut-être d'un ordre trop élevé pour plusieurs d'entre vous, messieurs, mais elle était nécessaire pour l'intelligence de mon expérience. Je demande pardon à ces dames d'avoir un instant quitté mon rôle de prestidigitateur pour celui de physicien. Je puis du reste assurer chacun de mes spectateurs que tous mes vœux prolomi fatarone n'assasi patar à vous plaire et que mes tours de mi casemane sur la sénémache à tote semivo d'aimer rendre toujours dignes de vos suffrages. Cette dernière série de mots, n'appartenant à aucune langue prononcée à voix couverte, faisait croire à un compliment dont on n'avait pu entendre que les derniers mots, mais auquel on devait la récompense d'un applaudissement. Je répète en terminant que je ne donne cet exemple d'amphigourie que comme une plaisanterie bonne seulement dans une soirée d'intime. Maintenant que le lecteur est édifié sur la signification du mot boniment et de ses diverses acceptions, je vais donner un exemple de son application dans plusieurs tours où seront développés quelques-uns des principes qui précèdent.